l'impression que parmi tous les maxi, il y en a quand même beaucoup qui se sont fait rect comme nous. Je pense, quand tu réalises que Bitcoin, c'est pas le même écosystème que les cryptos, déjà, je pense que t'as fait une bonne partie du boulot. C'est que aujourd'hui, tu dépenses en euros et en dollars parce que ça parle à peu près à tout le monde. C'est à peu près stable pour tout le monde. Bitcoin, c'est pas la même histoire. Pour l'instant, pour Bitcoin, c'est pas le cas. Pour l'instant, pour l'euro et le dollar, c'est stable. Mais moi, je le vois vraiment comme un truc qui va s'inverser avec le temps. On a pas mal parlé de BTC, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de shitcoin? Parce que j'ai vu que vous avez considéré Ethereum comme un shitcoin. Pourquoi déjà? Le mec emprunte à des taux super faibles, quelques pourcents. Il achète du BTC avec, il sait très bien qu'il va les rembourser parce qu'il a les flux de trésorerie qui vont arriver. Et derrière, le stock de BTC sur lequel il est, non seulement il grossit en quantité de BTC à mesure qu'il emprunte, mais en plus ce qu'il a à rembourser, c'est de plus en plus faible parce que de 1, les dollars qu'il emprunte perdent de leur valeur avec l'inflation. Qui plus est, vu que c'est pour acheter du Bitcoin qui surperforme le dollar de façon infinie, en fait, à chaque fois, ce qu'il rembourse, c'est des poussières. Quel sera le prix de BTC dans un an et quelle sera la Bitcoin dominance d'ici un an? Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, une vidéo un petit peu particulière parce que, eh bien, on est 4. D'habitude, on n'a pas l'habitude d'être aussi nombreux. Et aujourd'hui, en fait, j'ai tout simplement le plaisir de recevoir des bitcoiners, des bitcoin maximalistes comme certains les appellent, ou peut-être comme ils s'appellent. Mais voilà, très content aujourd'hui de faire une émission qui est un petit peu différente de d'habitude parce que d'habitude, j'ai plutôt l'habitude de recevoir des personnes qui créent des protocoles DeFi, qui sont des traders, des investisseurs, des créateurs d'exchange, etc. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu plus de Bitcoin. Donc très content de vous recevoir, les gars du coup de How to Bitcoin. Comment ça va? Bah écoute, ça va nickel. Un plaisir d'être parmi vous. Du coup, on a su tard qu'il y avait Capet, donc c'est un plaisir d'être là tous les 4. C'est une petite surprise. Sympa, et on n'a pas non plus l'habitude de parler avec des gens qui qui shitcoin. On se mélange pas. Ça vous fera pas de mal pour une fois. Ça vous permettra de vous challenger, etc. Je pense que dans tous les cas, on aura des discussions assez intéressante. Du coup, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement parce que moi, pour le coup, j'ai regardé un petit peu et j'ai consommé un petit peu ce que vous faites, notamment sur YouTube et sur Twitter, mais je vous connais pas nécessairement personnellement. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun? Bon, après, la présentation, elle va être très entremêlée plutôt, parce que ça fait déjà quand même quelques années maintenant qu'on se connaît. On a démarré, on s'est rencontrés, nous, c'était en école d'ingénieur, il y a maintenant 8 ans, 9 ans, ça passe vite. En école d'ingénieur généraliste, l'ESME Sudria, si vous voulez savoir, et on a fait de l'informatique principalement, et ensuite, pendant nos études, on a commencé nos activités un peu entrepreneuriales. On a fait un peu de tout pour les plus intimes. On leur révèle qu'on a même fait des produits ménagers, des produits et tout pour le corps, en mode un peu bio, et on faisait des salons, on faisait ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une chaîne YouTube, exactement. Chaîne YouTube de tuto PowerPoint, voilà, connue en l'une des plus grosses françaises. Donc voilà. C'était quand? Le parcours est fou. Ça on a commencé, c'était 2019. La chaîne est toujours active. On va reprendre de l'activité dessus en parallèle d'ailleurs. Voilà. Donc tuto PowerPoint, Canva, un régal. Et du coup, c'était pour ça qu'on avait une expérience de YouTube. Après, on a rencontré les cryptos en 2017. Comme d'hab, on s'est fait rect. On a arrêté en 2018, fin 2018 parce que plein le cul, et on a repris 2020. Ouais, 2020-2021. Pareil, on s'est fait rect. Donc surtout plus moi. Moi mais comment vous êtes fait rect? Moi, j'ai fait Encore. J'avais un livret A sur Encore. Donc parce que je me disais 20% c'est mieux que 3. Du coup, voilà. Et après, j'ai fait Celsius, FTX. Et puis vu qu'on avait que la des totale. gemmes, ouais. Puis on a vu qu'on a en portefeuille, on avait que des gemmes low cap. Ça a pas fait long feu. Ouais. Donc on s'est bien fait rect comme il faut, mais ouais, 2017-2018 plus toi, et 2020-2021 plus moi, je dirais. Et après, on a un peu rage kit. Et entre-temps, pendant le dernier bull run, il y a un moment, en particulier, moi, je suis tombé sur Said Dinamous. Je suis tombé sur une de ses interviews avec Jordan Peterson, que je conseille à tout le monde. Bon, après, faut pouvoir comprendre l'anglais parce qu'elle est pas traduite. Mais qui est extrêmement bien, je trouve, pour démarrer. Parce qu'en fait, c'est Jordan Peterson qui est en train de se rendre spiel en live avec Saifedean. Et en fait, j'ai eu la même expérience que lui. Je me dis, waouh, je suis tombé sur un truc là. Ça
ça fait combien 4-5 ans que je suis sur les cryptos et en fait, j'avais rien compris. Et c'est là que j'ai commencé moi mon parcours de bitcoiner maxi. J'ai commandé son livre, j'ai commencé à lire. Je me suis fait Bitcoin standard, Fiat standard. Et puis en même temps, j'en parlais avec Alex. Je lui dis bon, mec, je crois qu'on a raté un truc. Et au final, c'est vraiment Bitcoin la révolution. Et de là, on est devenu fou et on a décidé quoi. Non, et après, il faut quand même nous dire la vérité, c'est qu'en 2021, on avait démarré une chaîne sur les shitcoins. Ah oui, c'est vrai. Donc on a commencé comme ça. C'était à base de comment utiliser MetaMask et tout. Enfin voilà, on était vraiment pro crypto à fond. Puis quand on s'est fait rect et justement il y a eu cette période de transition où on a un peu posé parce que moi j'étais en pleine dépression et lui en pleine illumination. Du coup on s'est dit faut qu'on fasse autre chose. Et du coup, on s'est rebrand. En fait, on a vraiment rebrand la chaîne. C'est-à-dire que vous allez sur notre chaîne, vous pouvez encore voir un peu les anciennes vidéos et tout. Pour la petite anecdote, la vidéo encore qui marche le mieux, c'est comment vendre ses cryptos. Avec crypto.com. Comment prendre ses bénéfices. D'accord. Ouais. D'accord. Et du coup, on l'a rebrand il y a 1 an, en gros, en How to Bitcoin. Et à la base, en fait, on voulait pas forcément faire des vidéos. On voulait surtout faire des tests de tutos, des tests et des tutos de hardware wallet et d'applications en tout genre dans l'écosystème Bitcoin, ce qu'on fait sur notre site web. Mais en fait, c'est parti en couille. On a commencé des interviews, puis de fil en aiguille, en fait, voilà, on fait 2 vidéos par semaine, interviews, vidéos réactions, contenu éducatif. Et voilà. Et on est toxique sur Twitter. Classique. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros parcours en crypto avant d'arriver à ce maximalisme Bitcoin d'une certaine manière. Est-ce que vous étiez, je sais pas, maximaliste de certains shitcoins par le passé? Est-ce que vous étiez impliqué dans des cryptos spécifiques, des écosystèmes, ou est-ce que c'était plus léger, surtout de la spéculation sans vraiment regarder le fonds quoi? En vrai, ouais, il y avait un projet sur lequel on avait, je pense, un attachement émotionnel. Ça s'appelait TREAT. T-H-R-E-A-T. T-R-E-A-T. Non, il y avait un H. Oh mec, je suis sûr qu'il y avait un H. Mais en gros, c'était... alors ceux qui ont moins de 18 ans, ne cherchez pas ça sur Internet. C'était un projet qui avait pour but de blockchainiser OnlyFans. En gros. C'est T-R-E-A-T. T-R-E-A-T, pardon, il n'y a pas de H. C'est genre, fais-toi un petit plaisir, quoi. Treat yourself. Et en gros, ouais, on était à fond sur le projet. On avait fait une vidéo qu'on a supprimée entre-temps, malheureusement. Mais ouais, complètement à fond dessus. Ça va être la révolution. Et en vrai, on avait fait un peu de thunes dessus. Après, il y avait eu aussi un jeu c'était genre le jeu de la patate chaude. Un truc complètement à la con, où il avait genre 30% de la supply. Et au final, on s'est fait rect dessus. Donc en vrai, non, il y avait quand même pas mal de projets. Ouais. En fait, on les aimait bien parce que c'est un peu ce qu'on reproche à tous les projets crypto, c'est qu'en gros, t'es early, t'as réussi à t'accaparer un gros pourcent de la supply et tu dis, vas-y, là, si j'arrive à bien vendre ce projet, je vais pouvoir me faire des couilles en or. Et on était un peu dans cette même façon de penser. On trouvait ça fun, on voyait pas non plus trop le problème, que ce soit même éthique, et on se disait, vas-y, let's go. On est là pour jouer, quoi. Et en vrai, c'est ce qu'on faisait. On était dans notre chaîne un petit peu pour chill des projets. Pour chiller les projets, quoi. Ouais. Mais en fait, vous étiez full dégène avant de devenir maximaliste Bitcoin, en fait. Parce que moi, je m'attendais pas à un parcours aussi lunaire, honnêtement, parce que ça part vraiment dans tous les sens. Est-ce que c'est le fait d'avoir été des dégènes et d'avoir été déçus par ces coins qui vous a rendu Bitcoin maximalisme un peu par dépit d'une certaine manière sur les altcoins, ou est-ce que y a eu une sorte de déclic qui n'a, entre grands guillemets, aucun rapport avec ça, ou pas tout à voir avec ça? Il est en train de nous psychanalyser, mec. Non, mais j'essaye de comprendre, tu vois, quel est le déclic, tu vois? Comment ça se passe, en fait? En vrai, moi, je te rejoins un peu là-dessus. Il y avait on reprend l'analogie, en vrai, on l'avait fait à une conf récemment. C'est un peu le parcours du héros. C'est-à-dire tout mène au Bitcoin maximalisme. C'est juste une question de temps, et c'est juste une question de à quel moment tu vas te faire rect, quand tu vas te faire rect, ou quand tu vas comprendre pour les plus instruits, mais visiblement on n'est pas dans cette catégorie. Et en fait,
c'est que, ouais, j'ai l'impression que parmi tous les maxi, il y en a quand même beaucoup qui se sont fait rect comme nous. Et en fait, c'est pas tant le dépit et de se dire, vas-y, je suis un gros rageux, fuck les cryptos, je me mets all-in Bitcoin. C'est plus, t'arrives dans une période de ta vie où tu te sens comme une merde, t'as tout perdu. Et au final, t'essayes de te raccrocher à quelque chose. Et bah, nous, ça nous a poussé vers l'étude de Bitcoin, comme ça aurait peut-être pu nous pousser vers, je sais pas, l'extrémisme religieux, tu vois, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on cherchait un truc auquel se rattacher peut-être à ce moment. Qui plus, bah, on était dans les cryptos, donc bah, Bitcoin est tombé, enfin lui, c'est les livres de Saifedean qui lui sont tombés sous la main. On s'est raccroché à ça. Et... Je sais pas, mais quand même. Parce que après, là, quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est vraiment presque au final, le Bitcoin, c'est une religion. Mais j'ai l'impression que derrière, il y avait aussi... on était un peu voué à arriver là. Il y avait un peu notre côté entrepreneurial avant. On était dans une façon de penser assez, on va dire, capitaliste. En fait, on avait un petit peu ça en nous. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure, en découvrant Bitcoin, en découvrant l'histoire de la séparation de l'État et de la monnaie, d'avoir une monnaie dure, tous les principes économiques qu'il y avait derrière. Je crois que, sans s'en rendre compte, ça a résonné en nous. On n'a pas vraiment compris au début ce qu'on avait devant nous, pourquoi c'était aussi important. Et c'est que aujourd'hui, après chaque vidéo qu'on fait, on est toujours plus convaincu qu'on a fait le bon choix et que si on est là, c'est pas non plus par hasard. C'est que la proposition de valeur, elle est intéressante, que ça répond, que nous, on va dire de manière rationnelle, en essayant de comprendre le monde, on trouve que Bitcoin, c'est la solution à beaucoup de nos problèmes. Et c'est comme ça qu'on continue à être maxi et que je trouve qu'on a démarré aussi là-dedans. C'est vrai que ce que je disais avant, ça n'engage peut-être plus que moi, c'est parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment au fond du trou. Et que du coup, j'avais peut-être besoin de me raccrocher à un truc, et à ce moment-là, ça aurait pu être Bitcoin comme une branche, quoi. Mais ouais, je rejoins tout ce qu'il a dit. Et est-ce que du coup, vos convictions sont alignées sur votre portefeuille? Est-ce que vous possédez que du Bitcoin, ou est-ce que vous faites quand même de la shitcoinerie à gauche à droite pour vous amuser? Commence. Moi, j'ai vraiment totalement arrêté. Les seules choses que j'ai dans mon portefeuille autres, c'est du micro-stratégie, mais donc c'est relié à Bitcoin. Le reste, non, on va dire la seule shit connerie que j'ai fait un petit peu, c'est que j'ai pas réussi à m'arrêter sur l'aspect un peu dégène. Donc j'ai placé encore des leviers de temps en temps sur Bitcoin. Ce qui m'a valu aussi des pertes, donc t'oublies jamais en fait, tu fais toujours les merdes, mais sinon non, je touche plus à rien d'autre. Moi j'ai gardé un bag un peu sombre. Après j'en ai déjà, mais à culpa, hein, mais en vrai j'en ai déjà parlé. Je crois que j'ai 10% de mon portefeuille en shitcoin, dont 80% de ces 10% qui sont en Ether. C'est surtout par flemme de les unstack, pour être honnête. De Lido que autre chose. En vrai, je l'ai fait récemment parce que ça pue tellement la merde que je me dis plus tard je les retire, pire ça va être. J'ai même des atomes qui me restent sur un wallet Kepler bien loin. J'ai du Link, je parle des plus grosses lignes, et un peu de Solana. J'avais eu la lucidité d'en acheter à 10 balles, donc en vrai ça je crache pas dessus, mais c'est vraiment des petites lignes. Et après non, le plus gros shitcoin que j'ai, ça reste l'euro, hein. J'ai encore des euros. Ok. Ça, j'ai plus, par contre. Je peux en placer une petite? Ouais. Vas-y, Capette. Du coup, de ce que vous expliquez, vous étiez un peu dans les cryptos dès 2017. Ouais. Mais dès 2017, vous avez pas eu tout de suite le réflexe d'aller sur Bitcoin Talk, de lire Satoshi, de se renseigner sur l'histoire de la monnaie, etc. Ouais, vous n'êtes pas passé par cette étape-là. C'est peut-être ça qui nous différencie un petit peu avec Picsou, c'est que nous, c'est passé par moi, mais avant de passer par moi, ça passe par mon ancien patron qui a un mordu de monnaie et qui m'a fait passer par la bonne porte parce que je suis passé directement par la porte à IEC dès l'année 2017 de mon côté. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait la différence. Le concept de concurrence des monnaies et puis surtout
la bonne monnaie chasse la mauvaise. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Et du coup, vous parliez du fait que vous aviez une sorte de déclic de par un livre, de par des vidéos, des interviews. Quel a été ce déclic? Qu'est-ce que vous avez compris que peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas à votre sens, notamment sur Bitcoin? Qu'est-ce qui fait que Bitcoin est une monnaie peut-être supérieure à d'autres ou que c'est the way to go, quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui en soi n'ont même pas de Bitcoin dans leur portefeuille. C'est aussi ça la réalité, parce que beaucoup se disent que en fait j'ai trop peu de capital. Or, moi, je veux gagner gros et en fait, c'est pas avec Bitcoin que je ferai beaucoup d'argent. Ce qui peut s'entendre d'une certaine manière. Tout est question de quel est ton objectif dans la crypto. Mais voilà, quel a été ce déclic qui a fait que vous êtes devenu Bitcoin Maxi et que peut-être que ces gens-là n'ont pas vu, quoi. Il y a un premier truc, c'est que on mettra peut-être à l'écran Bitcoin is not crypto. En gros, c'est le graphe où où on a l'impression que Bitcoin c'est dans les cryptos, alors qu'en fait Bitcoin c'est à part, et t'as les cryptos qui sont dans le système fiat. Ça, je pense que c'est une fois que tu réalises ça déjà, tu sépares vraiment les deux. Et nous, pour que ce soit clair, on n'est pas anti-crypto, parce que déjà ce serait profondément anti-libéral d'être anti quelque chose qui a émané spontanément du marché. Donc on n'est pas anti. Au contraire, en vrai, il y a des trucs marrants, il y a des trucs qui font presque sens. Le seul truc je pense, quand tu réalises que Bitcoin, c'est pas le même écosystème que les cryptos. Déjà, je pense que t'as fait une bonne partie du boulot. Ensuite, pour ce qui est des multiples dont tu parlais, en gros, avec Bitcoin, je vais pas gagner beaucoup d'argent. Pour moi, c'est une question de ratio risque-rendement, en fait. C'est sûr qu'avec Bitcoin, le x100 en un an, ça va être chaud. Par contre, le tout zéro en un an, il va être chaud aussi. Ça va être très dur de tomber à zéro avec Bitcoin. Donc en fait, c'est qu'une question de ratio risque-rendement, et je trouve que l'asymétrie de risque sur Bitcoin par rapport à tous les autres actifs, je mets même vraiment tout ce qui existe dans le monde, c'est la meilleure qui soit. C'est-à-dire que c'est le truc, tu peux l'acheter, t'es quasiment sûr que ça va pas à zéro, c'est pas un conseil d'investissement, mais tu sais que tu peux faire quand même des multiples dessus que aucun autre actif peut te permettre de faire. Alors que dans les cryptos, au final, ok, tu peux toujours faire le x100, le x1000, même si de plus en plus, et je pense que vous m'en êtes témoin, ça commence à devenir tendu, surtout en ce moment sur le marché, c'est plus 2021. Mais surtout, tu peux faire direction 0 en 15 secondes à une vitesse phénoménale. Donc oui, en fait, le ratio risque-rendement, pour moi, est toujours en faveur de Bitcoin, qui plus est. Et ça plaît pas aux gens. C'est Bitcoin, tu l'achètes, tu le mets sur une clé, la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est de l'oublier. Alors que les cryptos, faut soit s'amuser sur les layers 2, farmer les airdrops, passer du temps à étudier les projets, être insider dans un projet. Enfin, bon, voilà, ça prend un temps fou. Mais surtout, c'est difficile d'y croire d'un cycle à un autre, en réalité. Ouais. Sur les altcoins, contrairement à Bitcoin. Ça, c'est que d'un cycle à l'autre, la narrative, elle change tellement. Et d'ailleurs, c'est pour moi tout le problème, c'est qu'il y a des narratives, ça change. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a aussi des narratives sur Bitcoin et que c'est aussi comme ça que ça se construit. Et que la narrative, elle est importante. Mais après, c'est la différence de narrative qui pour moi compte aussi. C'est que derrière Bitcoin, c'est aussi ta question, c'est qu'est-ce qui pour nous sépare Bitcoin du reste et qu'est-ce qui nous a vraiment ce qui a résonné en nous, c'est la narrative derrière Bitcoin, c'est la séparation de l'État et de la monnaie, comme je l'avais dit, c'est d'avoir un nouvel actif qui est absolument rare, où je peux en être, on va dire, c'est l'actif dans lequel je peux avoir le plus de confiance dans sa rareté, en tout cas, parce que on dit toujours que Bitcoin est immuable et tout, mais on sait jamais, peut-être qu'un jour on se mettra sur un consensus qu'il en faut plus, bien que pour moi c'est quasiment impossible, parce que une majorité de la valeur et de la perception de la valeur, en tout cas qu'on en a, elle est liée à sa rareté absolue. Donc pour moi ça c'est réglé. Mais en tout cas voilà, il a ses propriétés qui font qu'il est ultra attractif, que les autres n'arriveront pour moi jamais à refaire. Et pour ça je conseille aussi le livre le petit carnet noir et rouge là. Chaque fois j'oublie. Je le retrouverai, mais dedans il parle de différents concepts qui sont liés à Bitcoin et qui permettent de le comprendre.
Et notamment, il y en a un que je trouve vraiment important, c'est l'aspect de réseau. C'est le manuel de Bitcoin. Ouais, manuel de Bitcoin. Daniel Patel. Exactement. On verra le lien. Et il y a un concept qui est vraiment important, c'est l'aspect de la valorisation d'un réseau. Et par exemple, il fait la comparaison avec un réseau social où pour que tu changes de réseau, il faut que le nombre de participants déjà soit bien plus important. Parce que toi, tu veux garder le réseau que tu as, tu veux garder ta famille, tu veux garder tes amis et tout. Et il faut aussi que les fonctionnalités, les choses, la plus-value que tu vas avoir pour changer de réseau soit d'un ordre de grandeur bien supérieur pour t'enlever la contrainte que tu as de sortir, de rechanger tes habitudes, tout ce que tu dois faire. Et pour moi, c'est ça qui mène une sorte de singularité dans la monnaie, où plus il y a de participants, plus le nombre de relations que tu peux faire, plus le nombre d'échanges et une sorte de scalabilité sociale augmente et ça devient exponentiel en fait. Et donc pour moi, il y aura qu'un gagnant dans les monnaies, comme ça l'a toujours été depuis des siècles. À chaque fois, il y a une monnaie de réserve mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, on tend vers, pour moi, Bitcoin qui va devenir la nouvelle monnaie. Est-ce que ça va casser ces cycles en plus d'à peu près 100 ans d'une monnaie de réserve? Je sais pas, peut-être, je l'espère. Parce que c'est souvent lié avec des guerres mondiales. À voir. Du coup, c'est une longue explication, mais il y a des choses à réfléchir. Je voulais rebondir sur un truc. Du coup, Vas-y. Non, mais je vais éviter, sinon on va partir dans un tunnel, là. Ça parle de Kasparov. Mais on en parlera après, t'inquiète pas. Du coup, avec Capet, on avait préparé quelques questions et parmi celles-là, il y avait une question de Capet qui, du coup, se demandait si Bitcoin devait simplement rester une monnaie et quel était votre avis par rapport à ça, sachant que, en fait, on voit pas mal d'initiatives qui feraient que peut-être Bitcoin pourrait être plus que ça. Je sais pas. Quelle est un petit peu votre vision sur ça? Est-ce que doit être Bitcoin? Moi, je pars du principe que c'est un outil, déjà. Donc un outil, on en fait ce qu'on en veut. Tu veux inscrire de la donnée pour faire des ordinals, grand bien de face. Pour moi, le marché et la sélection naturelle feront qu'ils vont disparaître, s'ils n'ont pas déjà disparu d'ailleurs. Parce que c'est complètement débile de bourrer la chaîne pour mettre des images de singes. Donc, l'utilité pour moi, c'est l'horodatage. Il y a un sens parce que c'est la meilleure horloge qu'on ait inventée depuis le début de l'histoire de l'humanité. Parce que un bloc c'est immuable, on sait quand est-ce que ça a été fait. Et si tu veux horodater un document, ça peut être intéressant. Moi, c'est l'un des seuls usages quasiment que je vois. C'est sa fonction d'horodatage. Le reste, pour moi, ça disparaîtra au fil de l'adoption en tant que monnaie. C'est-à-dire que le jour où, en fait, ça va vraiment être une monnaie, et je parle pas forcément du layer 1, parce que pour moi, le layer 1, c'est là où on va settle les transactions qui seront déjà agrégées par des layers 2, 3, 4, 25. Mais une fois qu'on aura ça, la proposition de valeur, en fait, de la monnaie est telle que qu'est-ce que tu veux faire d'autre sur un réseau où tu peux mettre si peu de données et faire si peu de transactions, en fait. J'ai du mal à voir. Après, peut-être que je me trompe. Et en vrai, s'il y a des initiatives, qu'ils les fassent, du moment que c'est pas pour fork Bitcoin. Ça, c'est un autre sujet. C'est que faire ce qu'on veut de Bitcoin, ok. Par contre, changer le protocole pour faire ce qu'on veut, c'est pas la même histoire. Et il y a beaucoup de gens qui veulent changer le protocole pour faire ce qu'ils veulent, du style Opcats, CTV, et toute la narrative des Covenants. Et là, pour le coup, c'est un autre débat. C'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Honnêtement, déjà, je suis pas suffisamment calé techniquement sur le sujet, mais par exemple, un Covenant, genre avec Opcat, mettre une récursivité infinie sur un Covenant, donc c'est-à-dire qu'en fait, un Bitcoin, il peut y avoir une condition de dépense qui s'effectue à l'infini dessus. En fait, tu atteins la fongibilité de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il y aura des Bitcoins blancs, des Bitcoins noirs, des Bitcoins jaunes, d'une certaine façon. Et si demain, un régulateur dit, écoutez, tous ceux qui sont de cette couleur-là, ils peuvent plus transiter, sinon vous allez en tôle, ça fait qu'il y a des bitcoins inutilisables, donc ils sont plus fongibles. Et donc là, ça pose des questions, et ça remet vraiment en question la proposition de valeur de Bitcoin. Bon, je suis parti un peu loin, mais pour moi, c'est là où les limites de ce qu'on en fait se placent. Et du coup, globalement, j'ai vu que juste avant, tu parlais d'Ethereum comme une sorte de, en tout cas d'Ether comme un shitcoin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas des parties d'Ethereum que vous enviez d'une certaine manière? Est-ce que, de quel œil vous voyez aussi tout ce qui se développe d'un point de vue, tu vois, Babylon, Stacks,
OP4. Enfin, parce qu'il y a un peu l'argument de, en fait, au lieu de faire vos merdes à gauche, à droite sur vos putains de shitcoins qui sont pas décentralisés, qui sont pas immuables, etc., est-ce qu'on n'irait pas faire ça sur des sortes de surcouches de Bitcoin, comme ça, on build tous sur Bitcoin et on participe tous à faire grossir, entre guillemets, ce gâteau-là? Quel est votre avis sur cette vision-là et aussi spécifiquement sur les projets que j'ai cités? Alors moi, pour être tout à fait honnête, ces projets-là, je les connais pas très bien. Moi non plus. Mais en tout cas, je vois le délire. Mais ouais, si... Pour moi, en fait, ça répond aussi un peu à la question d'avant, c'est que la proposition de valeur, pour moi, qui a le plus de valeur, c'est la monnaie. Donc, naturellement, selon ma théorie, ce qui va être dominant sur Bitcoin, ça va être les transactions monétaires, parce qu'au final, ce qui a le plus de valeur dans le monde, c'est ton épargne quasiment, c'est là où tu stockes ta valeur, donc tu seras toujours prêt à payer plus cher pour faire une transaction monétaire que faire une transaction pour, je sais pas, stocker un contrat avec quelqu'un ou genre n'importe quoi, parce que il y a moins de distance entre la vraie valeur et toi et le protocole. Donc ouais, je pense que sur Bitcoin, je pourrais mettre d'autres choses, mais à terme, soit tu vas commencer à le corrompre, et au fur et à mesure, je pense que soit tu arrives à un fork et il y aura un autre protocole qui aura tiré une origine de Bitcoin, mais qui va faire autre chose dans son coin. Mais c'est tout. Et après, pour l'histoire des Layer 2, en fait, je m'en fiche en fait. Peu importe si les gens veulent en faire, qu'ils en fassent. En fait, on peut rien arrêter. C'est qu'un protocole ouvert d'horodatage. J'ai plus trop Oui, d'avis vous pensez là. pas que ce sera ça aussi qui participera à l'augmentation des frais sur le réseau, du fait qu'il y ait davantage de pérennité, etc., dans le système à terme, lorsqu'il y aura moins d'incentives, etc. Enfin, pour vous, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun rapport? En fait, pour moi, il y a un truc, c'est que si on n'est pas foutu de rémunérer les mineurs avec les frais de transaction, c'est que Bitcoin ne sert à rien. Si, je sais plus c'est à partir de quand où vraiment ils vont être rémunérés en poussière au niveau de la block subsidy, mais si à ce moment-là, c'est insuffisant que le réseau tombe et qu'il n'y a plus personne qui veut miner, c'est juste que Bitcoin est mort. Donc, je me dis, s'il y a de la demande, pour moi, ça, c'est vraiment une question qui n'existe pas. Est-ce que, avec l'arrêt de la subvention, avec la récompense de bloc, est-ce que le réseau va mourir? Non, en fait, s'il est utilisé, il survivra. Il y aura peut-être. Enfin, aujourd'hui, la puissance de calcul qu'on a déjà, elle est démentielle. Avec la moitié, Bitcoin tournerait tout aussi bien. Et il y a même des théories comme quoi, en fait, les utilisateurs seraient prêts à subventionner les mineurs d'une certaine façon pour que le réseau tourne, parce qu'en fait, avec la théorie des jeux, ça fait qu'on est tous partie prenante d'un même réseau, donc on n'a aucun intérêt à ce que le réseau tombe, et donc d'une certaine façon, on pourrait presque rémunérer, faire des dons aux mineurs pour que le réseau tourne. Bon, après, ça c'est un peu farfelu, mais en vrai, ça peut s'entendre. Si on fait des dons, c'est que le système il fonctionne pas parfaitement, non? Parce que en fait, Non, mais quand je dis des dons, je me dis que, gros... imaginons. Ouais, vas-y. Non, vas-y. En fait, ce que je me dis, c'est, imaginons un monde, ok, dans lequel il y a 15% ou 20% des BTC dans des ETF. Je sais pas, hein. Imaginons dans 30 ans. Est-ce que c'est impossible? Pour moi, c'est pas impossible. Après, pour la probabilité exacte, je vous laisserai choisir. Mais imaginons, il y a une grosse partie du supply qui globalement ne bouge pas. Globalement, le reste des gens, ils hold leur BTC, ils transactent pas avec. La question se pose, non? Honnêtement, je sais pas, parce qu'en fait, à partir du moment où, en fait, c'est que le réseau dans ce cas-là, c'est que le réseau Bitcoin n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus personne qui a besoin de opt-out le système. En gros, tout le monde vit dans un monde parfait, tout le monde est bancarisé. Plus personne n'a besoin de Bitcoin, en fait. Et je pense que ce monde, il n'existe pas. Quand bien même t'es 15% de la supply chez BlackRock, enfin chez Coinbase, donc chez BlackRock, qu'il y a une partie sur les exchanges, il y aura toujours des BTC qui sont détenus en propre, toujours des gens qui voudront faire des transactions absolument incensurables, et puis ce sera toujours moins cher de déplacer 1 milliard sur Bitcoin qu'1 milliard sur je ne sais quel layer 32 opéré par une banque centrale, tu vois. Ouais, en gros, on souhaite que Bitcoin échoue pour ces raisons, quoi. Si on n'a pas besoin de Bitcoin pour se sauver
on a une sorte de totalitarisme, d'une répression financière, d'une inflation monstrueuse, bah tant mieux. Mais pour nous, tous les scénarios en ce moment qui s'approchent et qui sont déjà assez réels dans beaucoup de pays, voire dans les nôtres, quand on voit tous les partis politiques aujourd'hui qui essaient de nous assassiner, je vois pas dans quel monde en fait les gens n'ont pas besoin d'un outil incensurable qui permet de stocker sa valeur, de faire des transactions. Mais est-ce que dans certains pays où juste leur monnaie elle va à zéro, est-ce qu'ils auraient pas plus genre juste est-ce que certains n'iront pas juste se dollariser d'une certaine manière et transacter sur des blockchains qui vont super vite, à super bas frais, etc. Tu vois, enfin un peu comme genre de sorte de Revolut on-chain sans passer par un Bitcoin, tu vois, enfin parce que ça peut être une option parce que au final, tu vois, on parle de Bitcoin, etc. Mais des parties, j'ai pas l'impression non plus que genre tous les particuliers sur Terre vont se mettre à utiliser Bitcoin. Tu vois, même aujourd'hui, même les crypto-natives utilisent pas BTC tant que ça pour transacter, non? Ouais, mais pour continuer sur l'histoire de l'inflation, de la répression et tout, les États-Unis, ils sont bien dedans aussi. Je sais plus c'est quoi à peu près de combien ils augmentent leur dette par jour, mais 10 milliards, je crois. C'est un truc genre monstrueux. Donc à chaque fois, c'est quasiment de la nouvelle monnaie qui arrive. Bon, les principes sont plus compliqués que ça, mais en gros, on a l'idée, quand tu vois l'évolution de leur dette, des intérêts sur la dette, genre de choses, genre on est rentré dans la trappe à dette, on y est là, on peut plus en sortir. Et c'est juste une machine qui s'accélère, et vraiment ça s'accélère. Rien que on n'est pas capable aujourd'hui de la faire décélérer. Et c'est ça juste que les gens ont du mal à comprendre, c'est que peut-être ce qu'on a observé en 10 ans, ça nous paraît être allé vite. Avec la crise Covid, on a imprimé beaucoup plus d'argent et tout. Mais en fait, ce qu'on a observé pendant 10 ans va peut-être se reproduire là en 1 an. Puis ce qu'on a vu en 1 an va sur 6 mois. Et en fait, c'est comme ça que ça va avancer. Ouais, c'est pour ça que moi, en fait, si on résume pour répondre à ce que tu as dit, c'est en fait, toi, tu pars du postulat que le dollar va subsister. Moi, nous, on part pas forcément de ce principe-là. Non, mais je pars pas de ce principe-là. Mais peut-être que certains se disent, je dis pas que Bitcoin, ça va pas être une bonne option, tu vois. Je dis juste pour transacter, tu vois. Donc, parce qu'on parle de monnaie, parce qu'au final, c'est ça de base, BTC, non? Enfin, Bitcoin, c'est du peer-to-peer electronic system, quoi. Enfin, l'objectif, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas failli sur ça d'une certaine manière? Enfin, peut-être qu'Apet, t'as une opinion, d'une certaine manière? Moi, je voulais pas vous interrompre, mais peut-être tourner la question différemment. C'est est-ce qu'il y a que Bitcoin, il y a que lui, et puis tout le reste est voué à l'échec, ou justement, est-ce que Bitcoin n'a pas ouvert la porte de redéfinir la définition de la monnaie? Et après, on voit peut-être pas les meilleurs exemples chez Ethereum, Solana, etc., mais que potentiellement, il y aurait quelque chose d'autre qui arriverait qu'on n'a pas encore vu, et qui potentiellement peut-être mettrait à risque Bitcoin, ou peut-être on dirait, bon, bah, Bitcoin, c'est ça, mais il y a ce truc qui est nouveau, et qui est potentiellement encore mieux pour toutes ces raisons. Ouais, non, en soi. Parce que là, il y a un côté très religieux vis-à-vis de Bitcoin dans notre échange. Et je dis pas ça méchamment, mais j'ai vraiment ce sentiment depuis le début de la conversation, on en est revenu à Bitcoin et il y aura que lui et pour toujours, un peu comme un prophète, tu vois. Ouais. Et j'aimerais casser ça un peu. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi dans le sens où, nous, enfin, t'as parlé d'AIEC, la libre concurrence des monnaies. C'est plutôt notre credo. On n'est pas là à vouloir imposer Bitcoin, réserve 100% pour les banques et il n'y a plus que Bitcoin. Et si tu veux en sortir, on te coupe la tête. C'est loin de là. Qu'il y ait une libre concurrence des monnaies, oui. Après, on part du postulat. Tu disais la bonne monnaie chasse la mauvaise. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas parce que la loi de Gresham, quand tu as une monnaie à cours forcé, elle s'inverse. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, on va d'abord dépenser l'euro parce que l'euro, c'est de la merde. Et pour conserver nos BTC, mais le jour où l'euro faillit et qu'il n'y a plus de monnaie à cours légal, en fait, la merde disparaîtra et on restera sur Bitcoin, ce qui n'empêche pas l'émergence d'autres monnaies. Après, moi, je reste persuadé que Bitcoin restera un étalon de la valeur, parce que une forme de bimétallisme, why not? Tu vois, avec comme un peu on a eu avec l'or et l'argent, mais je pense que l'or et l'argent, c'était aussi du fait que dans l'argent, tu stockes moins de valeur pour un certain volume, ce qui fait que pour les échanges, c'est quand même beaucoup plus pratique que de la poussière d'or. Donc, pour moi, il y a ça. Donc, peut-être un bimétallisme, ou sinon, tout simplement, en fait, des tokens, j'aime pas trop ce mot, qui seront un peu comme on fait sur Liquid, en gros, émis avec une parité one-to-one sur des layers qui ont une parité avec Bitcoin.
mais qu'on peut échanger via différents autres réseaux, pourquoi pas. Après, pour moi, ça c'est le truc avec une unité de compte peut-être plus stable. C'est ça. Parce que il y a ce sujet aussi que Bitcoin est volatile, tu vois. Ouais. On aurait du mal à mettre des étiquettes de prix en Bitcoin dans des magasins. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un vrai sujet. C'est que aujourd'hui, tu dépenses en euros et en dollars parce que ça parle à peu près à tout le monde. C'est à peu près stable pour tout le monde. Bitcoin, c'est pas la même histoire. Pour l'instant. Et ça vaut pour les deux, tu vois. Pour l'instant, pour Bitcoin, c'est pas le cas. Pour l'instant, pour l'euro et le dollar, c'est stable. Mais moi, je le vois vraiment comme un truc qui va s'inverser avec le temps. Ce que j'aime bien, moi, c'est la courbe du prix de l'or pendant la chute de la République de Weimar, où tu vois le change journalier ou mensuel du prix de l'or, et en fait, tu vois des plus 100, moins 50, plus 200. Genre, ça part dans tous les sens. Et je me dis, c'est un peu ça ce qu'on pourrait être amené à constater sur Bitcoin, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, voilà, Bitcoin, au fur et à mesure, il va se lisser. Mais je suis pas du tout partisan de cette théorie. Je pense pas que le prix de Bitcoin va commencer à se stabiliser. Je pense qu'au contraire, là, je pense qu'il a jamais été aussi stable et j'espère qu'il va pas continuer à l'être et qu'au contraire, il va augmenter en volatilité. Parce que pour qu'il puisse aller manger nos monnaies, aller prendre la capitalisation dont il a besoin, il a besoin d'être encore plus volatile, je pense. Et voilà, je sais plus c'était quoi exactement la question, mais oui, pour les talons de la valeur, je pense qu'il va falloir énormément de temps. Et il faut qu'il remplace une grosse partie de la monnaie et de beaucoup d'actifs qui démonétisent. La porte n'est pas fermée à d'autres tokens ou monnaies alternatives, mais pour le moment, il y a que Bitcoin qui ressort, quoi. Ouais. Je verrais bien même un truc où on se met à échanger des titres de propriété. On utiliserait certains titres de propriété comme de la monnaie un peu, du même style que, je sais pas, tu vas avoir un portefeuille d'actions et au fur et à mesure tu t'en échanges. Ça pourrait être aussi des trucs dans le genre, grâce à la blockchain qui nous permettrait de fluidifier nos échanges. Un truc comme ça, je pense que c'est aussi faisable. Mais la vraie monnaie, pour moi, ça restera Bitcoin derrière. On parlait des solutions de surcoût juste avant, et en gros des solutions pour peut-être avoir plus de TPS sur Bitcoin ou faire des choses différentes, etc. Jusqu'à maintenant, il y a une solution qui est pas mal ressortie pour transacter plus rapidement sur Bitcoin, c'est le Lightning Network. Est-ce que ça vous intéresse, le Lightning Network, ou est-ce que c'est quelque chose de j'ai galéré à prononcer, c'est magnifique. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que voilà, vous y prêtez pas vraiment attention? Est-ce que même c'est un échec? Parce que aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent réellement, tu vois. Donc je sais pas si c'est un aveu de faiblesse ou c'est juste pas la bonne solution. Vous avez un avis là-dessus? Oui, alors oui, ça nous intéresse. On a eu l'occasion de parler avec des personnes qui bossent dessus, genre Bastien Teinturier qui développe le wallet Phoenix, donc qui en parle très bien et sûrement mieux que nous d'ailleurs. Mais moi, plus ça va, moins je suis fan de Lightning, parce que je me dis, il y a un tel plafond qu'en fait, de toute façon, on va pas onboarder tout le monde dessus. Donc en fait, un L2 décentralisé, plus ça va, moins décentralisé. En tout cas, qui fait le moins de compromis possible, j'y crois de moins en moins et je me dirige plus vers des solutions à la liquide. Lightning, en fait, le problème... du coup. Voilà, et plus des solutions type sidechain. Je l'imagine plus comme ça que Lightning, parce que Lightning, le problème, c'est que vu que tu es obligé de faire une transaction on-chain pour ouvrir un canal avec les gens, alors on va pas rentrer dans des explications trop compliquées, sinon on va perdre tout le monde, mais en gros, pour transacter sur le réseau Lightning, il faut forcément faire une transaction on-chain si tu veux pas passer par un truc comme Wallet of Satoshi, qui est en fait une banque déguisée. Pour faire gros dans les grandes lignes. Si en gros t'as pas fait transaction on-chain pour utiliser Lightning, c'est qu'on te l'a mis à l'envers quelque part. Et le problème, c'est que ça, on se rend bien compte de la limite, c'est que Bitcoin, on peut pas onboarder tout le monde. Je crois qu'il y a un calcul qui traîne si on veut onboarder tout le monde sur Lightning. Je crois qu'il faut 20 ou 30 ans. Ouais, il faut 20 ou 30 ans de transaction si on veut passer tout le monde sur Lightning. Le truc est débile. Donc, à moins de trouver une solution de fou qui permet de scale Lightning. Et pour rajouter un truc, c'est que à chaque fois, en fait, ces questions qu'on se pose, il y en a qui les ont déjà posées, et notamment juste le fondateur de Lightning Network, qui au début n'a jamais conçu Lightning pour permettre de faire des transactions
pour payer son chocolat ou son café. L'objectif au début, c'était de fluidifier les transactions entre les exchanges et pouvoir faire comment on appelle ça, la chambre de compensation. Clearing house, chambre de compensation entre les différents exchanges. Donc en fait, Lightning, il faut plutôt voir ça comme un moyen de relier des grosses poches de liquidité plutôt que de permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir faire ses paiements. Et pour ça, je vous invite à chercher. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui commencent à un peu émerger, notamment ARK, ARK, qui lui veut proposer de répondre à ce problème de pouvoir avoir la liquidité pour pouvoir faire ses paiements. Oui, ça implique des covenants. Mais ça implique des covenants si on veut que ça soit utilisable. Parce que, en fait, je peux déjà utiliser ARK, mais c'est tellement horrible que c'est inutilisable. Donc voilà, il y a pas mal de galères et de contraintes pour l'instant. Juste une question. L'idée, ce serait d'avoir des espèces de transactions virtuelles en amont qui sont pas encore écrites on-chain, mais avoir la sécurité cryptographique pour dire je vais être prêt à le faire pour réduire les temps de latence. Ce serait quoi l'idée? Tu parles de ARK? Ouais. ARK, c'est plus un truc en mode comment ça s'appelle déjà, truc de Nobu. Timelock. Fedimint. De Fedimint. C'est un peu dans le même style, s'il fallait expliquer simplement. En gros, pour Fedimint, dans l'idée, c'est que tu crées une sorte de consortium, tu crées un wallet à plusieurs, où tu vas avoir les gens qui gèrent la banque. En gros, tu crées une banque, et après, tu as des utilisateurs qui arrivent, qui ouvrent un compte, et tu as une sorte de e-cash, du coup, tu crées une sorte de token qui a une parité 1 pour 1 avec l'équivalent de ce qu'il y a dans les coffres de la banque que tu as créée. Et ensuite, tu peux, entre les utilisateurs, te faire des paiements, et elles sont jamais publiées on-chain, elles sont gardées au sein de la communauté. Et en fait, c'est des transactions qui ne demandent pas de validation. C'est fait automatiquement, genre tu peux pas être censuré. Et normalement, en plus, ce qu'ils voulaient faire, notamment, c'est pour ça l'utilité de Lightning, c'est que tu peux après connecter les communautés entre elles pour faire des transactions sans devoir payer à chaque fois une nouvelle transaction. Mais il se passe des choses on-chain à un moment donné. C'est ça que je comprends pas. C'est que le on-chain, il se passe quand? En fait, c'est quand tu veux opt-out. Imaginons la communauté dans laquelle t'es, le mec qui gère la banque, donc tu peux plus voir sa gueule, ou tu veux changer de communauté. C'est ça, tu retires. T'as tes BTC en propre, et voilà, fin de la partie. En gros, c'est des banques. Et ça fait le settlement pour tout le monde après. Ou peut-être même jamais, jamais. Ok. Ouais, tu vois, mais voilà. Mais en vrai, moi, je vois pas trop, mais du coup, je regarderai. En gros, c'est vraiment une boîte, c'est vraiment une banque, c'est des banques, c'est vraiment des banques en fait. Qui crée un token et que tu utilises dedans à l'intérieur du système, et qui a une parité avec Bitcoin, c'est tout. Ouais. Et pour revenir là-dessus, je trouve qu'en fait c'est peut-être ça un peu le problème de Bitcoin. Pardon, je termine. Du coup, Bitcoin, ça fait toujours un peu mal à la tête quand tu veux faire des trucs en surcouche. C'est ça aussi la réalité. C'est pour ça que j'aime bien placer un peu Ether et tout. C'est que niveau programmabilité, tu t'amuses avec tes BTC, mais sinon c'est mal de tête à chaque fois. Sidechain, Lightning, Taproot, c'est mal de tête. Ouais, après je trouve qu'en fait, ça dépend où tu veux te situer. Pour les utilisateurs finaux, Ether ou Bitcoin, du moment que la solution après elle est simple à utiliser, ils s'en foutent. Après pour les développeurs, je te rejoins, c'est une purge. Mais en vrai, là, le système qu'on décrit en tant qu'utilisateur, après c'est assez simple. Tu vois, t'as un wallet, tu fais des transactions, tu veux les retirer, en fait t'as un wallet on-chain sur lequel tu retires. Et juste pour boucler sur Lightning, en fait pour moi Lightning, du coup c'est l'idée que je voulais développer au début, c'est que pour moi ça va vraiment être le réseau interbanque, voilà, où en fait ça permet quand même d'être trustless entre banques. Donc qu'on se la mette pas à l'envers et qu'on se fasse pas confiance, mais entre personnes, je vois vraiment des sidechains comme ça ou des espèces de micro-banques à la sauce Bitcoin. Je trouve que ça fait beaucoup plus sens.
Banque ou grosse entité. Hein. Ouais. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite tout simplement à rejoindre mon Discord dans lequel tu peux retrouver plus de 10 000 traders actifs. Dans ce Discord, on parle de nombreuses choses, notamment on va tout simplement partager nos analyses, nos graphiques, sur quoi on spécule, les différents airdrops qu'on farm, les news en temps réel qui sont partagées par exemple sur Twitter ou sur différents sites. Enfin bref, c'est vraiment un moyen d'être à jour sur ce qui se passe dans l'écosystème. Et en plus de ça, sur ce Discord-là, je vais partager tout simplement pas mal de données et pas mal de choses que je surveille personnellement, donc des données qui sont importantes à mes yeux et tout simplement moi personnellement ce que je surveille au quotidien. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi en temps réel de moi ce que je regarde et comment je me positionne dans l'écosystème. D'ailleurs, tu peux retrouver mes performances de 2022 et 2023 sur tous les trades que j'ai partagés gratuitement et publiquement. Donc ici, tu as absolument tout le détail avec les positions disponibles de manière transparente, mes positions actives, mon folio ainsi que tous les trades que personnellement je prends de mon côté avec le suivi de comment je déplace mon stop loss, comment j'ajuste mon risque, comment je me positionne, etc. J'espère que ça vous plaira. Tout est gratuit. Je vous invite à rejoindre. Tout sera en description, en commentaire épinglé. Et maintenant, place à la vidéo. Et du coup, avant, vous parliez un petit peu on parlait un petit peu d'une certaine manière des menaces sur Bitcoin. Est-ce que pour vous, il y a des menaces qui sont vraiment crédibles? Et là, je vous demande d'avoir un esprit vraiment critique, et pas de me dire c'est le saint Bitcoin, rien ne peut se passer. Est-ce que il peut y avoir des vrais soucis et quels pourraient-ils être en fait tout simplement? Ouais, c'est pas ce qui manque, des attaques sur Bitcoin en vrai. Ouais, Alors, non, vas-y. Ouais, pour moi, en ce moment, le plus grand danger, c'est, on va dire, la nature humaine. C'est l'homme qui est trop flemmard, qui a pas envie d'être en selle que se dit, qui a pas envie de faire tourner un nœud, qui a pas envie, en fait, qui accepte sa situation, qui a pas envie de se battre entre guillemets pour quelque chose un système qui marche mieux. Et ça serait vraiment le danger. En fait, c'est que les gens abandonnent et essayent pas que Bitcoin fonctionne et la fainéantise de comprendre le système, au moins il faut pas que tout le monde comprenne, on n'a pas besoin que tout le monde comprenne, mais qu'il y ait au moins une masse critique. Je pense qu'on n'en est pas loin, mais après il va falloir la conserver un nombre de temps suffisamment long pour qu'on commence pas à forquer dans tous les sens, que on soit très conservateur sur ce qu'on décide d'ajouter. Qu'on veuille pas la solution rapide comme en fait on le fait avec les fiat. Et pour moi, c'est plutôt ça le vrai danger, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, on arrête d'être maxi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut parler de maximalisme, faire comprendre ce que ça veut vraiment dire, que l'objectif, c'est séparer la monnaie de l'État. Et c'est pour ça que nous, au fur et à mesure, on vrille notre chaîne beaucoup sur des problématiques politiques, philosophiques, de responsabilité individuelle et ce genre de choses, parce qu'au final, j'ai l'impression que le vrai combat, il est là, en fait. Il est de faire comprendre aux gens que il faut que vous repreniez le contrôle de votre vie, de votre monnaie, de vos choix, et ça passe par 50% reprendre la monnaie. Et à partir de là, tous ceux qui sont les parasites de ce truc-là, ils vont plus pouvoir en profiter. Et sans même devoir sortir une arme, quoi que ce soit, en fait, vous leur avez enlevé le tuyau d'arrosage qui les fait se nourrir sur votre gueule. Et c'est pour moi le truc le plus important. Amen. Non, en vrai, après, pour peut-être essayer quand même de répondre sur Bitcoin, moi, la narrative ETF, concentration des BTC, non. Non. En gros, non, parce qu'en gros, il y aurait, oui, la potentialité que on aimerait bien citer BlackRock, comme si BlackRock c'était les seuls méchants sur Terre, mais en gros, il y a trop de BTC dans un même ETF, ou même au sein d'ETF d'un même pays. Donc, ça leur donnerait un pouvoir sur le protocole en cas de fork, parce qu'ils ont la majorité des BTC. Donc, ils diraient, on maintient le Bitcoin USA, et tous les autres, on le maintient pas, et du coup, en fait, ils pourraient choisir la chaîne en cas de fork. Ça, c'est un des trucs qu'on voit souvent, j'y crois pas une seconde. Il n'y a pas que les États-Unis sur Terre, il y a une telle divergence d'intérêts dans le monde, que, surtout quand tu vois la gueule des États-Unis en ce moment, que je n'y crois pas une seule seconde, on en est encore loin, c'est très théorique. Concernant le mining, ouais, il y a des risques, et encore, il y a les incentives avec les pools et tout, qui font que, in fine, avoir 51% du hash rate aux États-Unis, déjà on n'y est pas encore. D'ici là, ce que ce soit une attaque, faut voir.
Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même la théorie des jeux dans tout ça qui joue en notre faveur. Hein. Attaquer Bitcoin, ça veut dire se ruiner, concrètement. Est-ce que les États-Unis peuvent se permettre de se ruiner, par exemple? Je suis pas sûr. Et quand tu vois que les autres pays sont quasiment en train de Pourquoi l'adopter... les États-Unis se ruineraient Pourquoi les États-Unis se ruineraient Qui ruine qui? Parce que, en gros, si tu te mets dans un scénario, les USA veulent capturer Bitcoin, donc ça implique de capturer la majorité de la puissance de calcul. Soit faut que le gouvernement US rachète Bitmain ou se mette à fabriquer des machines et ça va coûter cher. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près, je crois que c'est 300 milliards le coût d'une attaque. C'était calculé à peu près à 300 milliards pour effectuer une attaque. Après, pour la maintenir, c'est une fortune. Donc, il faudrait soit fabriquer autant de machines qu'on a besoin, mais le problème, c'est que pour ça, déjà, c'est impossible aujourd'hui, il n'y en a pas assez sur le marché. La solution la plus C'est trop probable, long, ça se verrait, c'est une purge, en vrai. Par contre, capturer, c'est vrai que là, par contre, ça pourrait se faire, c'est d'aller capturer les machines. saisir. Voilà, c'est de se dire, voilà, on va aller chez Riot, Marathon et compagnie, on va mettre un drapeau, un flingue sur la tempe, et maintenant, Bitcoin, c'est nous. Déjà, ça va demander des moyens, parce qu'il va falloir y aller physiquement, il va falloir le maintenir, parce que les gens croient qu'une fois que tu as 51%, c'est endgame. C'est pas fini, c'est 51%, enfin, c'est le début, c'est vraiment t'as commencé, mais maintenant, il faut le maintenir dans le temps. Et ça, mais surtout, pourquoi faire, en vrai? Sachant qu'ils ont eux-mêmes 210 000 bitcoins, etc. Ça, c'est que l'incentive, en vrai, elle est un peu pourrie. Et puis, tu fais ça, moi, je me mets à la place d'un Marathon et d'un Riot, je vais juste me saboter. Les mecs qui travaillent dedans, fallait faire. En fait, faut qu'ils apprennent la compétence de maintenir les machines, de continuer à maintenir le réseau. Donc, c'est de la compétence à avoir en interne au sein de leur gouvernement méchant. Il va y avoir du sabotage, ils vont se mettre des bâtons dans les roues. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de bitcoiners dans le monde qui vont se dire, en fait, on va se mettre à miner en masse en dehors des États-Unis. Donc, il va y avoir une forme de jeu de pouvoir qui fera que, déjà, ils vont avoir du mal à y arriver. Et pourquoi faire? En vrai, pourquoi faire? J'ai plus l'impression que... en vrai, il y a aussi BlackRock qui peut taper sur l'épaule du président, je pense, à ce niveau-là. Peut-être, je sais pas. Enfin, déjà, je pense qu'il y a des enjeux économiques, des lobbies, des trucs qui font que, trop d'intérêt économique, quoi. Pour moi, ça ruinerait les investisseurs américains au passage, donc ça, c'est ça. C'est qu'en fait, pour moi, c'est un fantasme, mais qui n'a aucune raison d'avoir lieu. C'est vraiment, on part c'est même plus 1984, c'est un truc lunaire où en fait, il y aurait un espèce de groupe de gens masqués au sein du gouvernement US qui prennent le contrôle du monde, mais enfin voilà, c'est le deep state. Ouais, voilà, tu vois, c'est ce genre de truc, mais on peut penser qu'il y a un vrai deep state et se dire que ça reste quand même débile comme théorie, tu vois. En tout cas, moi, je suis vraiment convaincu que ça n'a pas lieu d'être. Ouais, je suis plutôt du même avis, personnellement. On parlait un petit peu des États-Unis, et du coup, je voulais vous demander, pour vous, quels seraient les plus gros catalyseurs d'adoption? Est-ce que ce serait, je sais pas, des solutions de L2, de la DeFi? Est-ce que ce serait plus d'institutions qui se positionnent sur BTC? Est-ce que ce serait des pays qui adoptent BTC comme monnaie légale d'une certaine manière? Et si oui, lesquels? Probablement. Après, moi, je veux pas que Bitcoin soit adopté. Hein. Plus tard, il est adopté, mieux c'est. On n'en a toujours pas assez. Ouais. Mais sinon, je pense que notre réponse, elle est assez contre-intuitive. En tout cas, la mienne, et je pense que tu la partages en grande partie, c'est que pour nous, le plus gros catalyseur d'adoption, c'est la répression. Il faut que demain, Bitcoin soit interdit en Europe. Déjà, on est bien parti avec le papier qu'ils nous ont sorti. Aux États-Unis, pareil, s'il y a un gouvernement qui arrive, qui commence à taper dessus. En fait, on l'a vu dans chaque pays où ils ont commencé à taper dessus, le retour de bâton il est toujours assez violent. C'est que d'un coup, si tu veux pas que j'utilise, c'est quoi ton intérêt à toi? C'est quoi ce que j'y perds? Du coup, tu commences à créer des questions chez tes citoyens. Les gens commencent à se demander, mais ils veulent m'obliger à utiliser la monnaie, mais je pensais que c'était pour mon bien. Est-ce qu'en fait on m'aurait menti? Mais 90% des gens ne réfléchiront même pas à ça. Ils se diront, Bitcoin, on le savait, c'est de la merde. Parce qu'ils connaissent pas, non? Ça dépend. En fait, ça dépend à quel point ça va être insidieux. Si c'est bien fait et qu'ils commencent à, je sais pas, acheter, comme ils l'ont peut-être déjà fait, mais la plupart des médias, à diffuser lentement une petite narrative et tout, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont déjà testé ça depuis longtemps et au final ils voient que ça marche pas parce que il y a Twitter, il y a YouTube, on continue à créer du contenu, on continue à essayer de matraquer les gens, leur faire comprendre que c'est la solution. Et on voit l'adoption de Bitcoin en ce moment, rien qu'en France,
alors qu'on est peut-être le pire pays pour ça, il est au-dessus des actions. Il y a plus de gens qui possèdent des cryptos et du Bitcoin que des actions. C'est pour voir, même quand on tape dessus, au final, ça finit par marcher. Après, quand t'as les assurances vie, les ETF, les trucs comme ça, je doute un peu, mais... Comment ça? Bah, on détient malgré nous d'autres choses que les cryptos, comme des obligations, comme des actions, etc., au travers de nos livrets, des assurances vie, de toutes ces choses-là. Donc après, de là avoir une initiative et de se dire j'ai envie de me positionner, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de gens sur les cryptos. Je crois on parlait de 8%. Mais vas-y. Non, pour moi, les chiffres, c'était plus des achats à titre personnel que par proxy via une institution qui possède pour toi. Mais il faudrait que je vérifie les chiffres. Donc de la répression pour faire pump BTC, c'est ça? Moi, ça me paraît peu probable quand même aux US, parce qu'on a quand même des candidats qui vont dans ce sens-là. C'est pour ça que est-ce que vous verriez peut-être... Toutes les chances sont de notre côté, quoi. Et si vous deviez faire un pari sur le prochain pays à adopter BTC, ce serait lequel? Est-ce que c'est quelque chose de probable selon vous? Bah, en fait, jusqu'à il y a pas très longtemps, j'étais content que des pays adoptent Bitcoin. Et on a eu une discussion avec Francis Pouliot, CEO de Bull Bitcoin, qui s'installe en France. Et c'est vrai qu'il nous disait, en gros, j'emmerde les États, ce qui est un peu notre cas aussi. Donc, j'ai pas envie que les États l'adoptent. Parce qu'en fait, le problème, c'est que nous, on a un problème avec l'État. C'est écrit sur son t-shirt. Et en gros, qu'un État adopte Bitcoin, ça veut dire qu'il trouve un moyen de survivre en utilisant un outil qui est quand même né pour le combattre d'une certaine façon. Et je trouve que le Salvador, ça va, c'est plutôt bien fait. Et déjà, je vois aucun monde où des pays qui ont une certaine masse, sont suffisamment importants, vont adopter Bitcoin au même titre que le Salvador. Et en vrai, j'ai pas forcément envie que des pays adoptent Bitcoin parce que j'ai juste envie que les gouvernements soient rects. Genre, j'ai juste envie qu'ils aient plus de thunes, en fait, la machine à imprimer, ça reste le financement. Après, c'est un peu souhaité comment dire, quelque chose de mauvais quand même pour le citoyen moyen, quoi. J'espère que tout va pas s'écrouler quand même pour notre monde, quoi. Bah, en fait, parce que si on a BTC à $1 million et que dehors c'est la merde, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Pour moi, en fait, c'est pour ça qu'on parlait de révolution non violente tout à l'heure. C'est que pour moi, en fait, ça va se faire au fur et à mesure et pas du jour au lendemain, déjà. C'est-à-dire que, tout le monde aura le temps de monter sur le bateau. Il y aura de la casse, hein. On est humaniste, on est idéaliste autant qu'on veut. Il y aura des gens sur le carreau. Il y a des gens qui vont pas s'en sortir et je suis désolé pour eux par avance. Mais le truc, c'est que moi, j'ai pas envie qu'en fait Bitcoin serve à entretenir l'État socialiste providence qu'on connaît aujourd'hui. J'en veux pas en fait. Si ça permet après d'assainir le pays, why not? Mais je vois pas en fait. Et puis je vois aucun État socialiste aujourd'hui se dire tiens, on va adopter Bitcoin parce qu'en fait, en faisant ça, ils se suicident monétairement. Aujourd'hui, la machine à imprimer, je sais pas combien ça représente, combien de la part de leur financement par rapport à l'impôt, mais c'est quasiment, je pense en France, ça doit être 3 fois plus, un truc comme ça. Faudra fact-checker les chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent pas s'en séparer. Donc adopter Bitcoin, c'est un suicide en fait. Ouais, pour moi, c'est s'ils se mettent à faire ça, en fait, ça sera une attaque spéculative sur leur monnaie. Donc, parce que le seul moyen de faire ça, donc Trump se suicide avec les États-Unis. S'il se dit qu'on fait une réserve stratégique et qu'on en achète de plus en plus. Si je pousse le raisonnement. Ouais, c'est ça pour moi. En fait, c'est un peu ce ils ont toujours fait les États-Unis. Hein. Ils imprimaient pour eux. Genre, c'est cette fameuse phrase, le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Entre guillemets, comme de toute manière, c'est la réserve de monnaie mondiale, eux, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec, ils peuvent la détruire, mais au final, ils détruisent tout le monde avec. Mais si eux, c'est les premiers à pouvoir profiter du nouveau système qui est Bitcoin, et en fait, c'est le meilleur qui puisse leur arriver, quoi. C'est qu'au fur et à mesure, ils détruisent leur monnaie, ils affaiblissent tous les gouvernements qui, eux, sont sur le standard dollar, et eux, ils accumulent de la prochaine monnaie qui vaudra l'infini par rapport au système actuel. Et c'est pour ça qu'on est un peu contre cette idée, c'est que c'est les dernières entités dont on souhaite qu'ils soient les acteurs de l'attaque spéculative. On préfère que ce soit un Michael Saylor, que ce soit n'importe quel particulier qui commence à faire
un emprunt à la banque pour acheter du Bitcoin, mais si ça peut être quelqu'un d'autre avant, tant mieux, quoi. Vous parliez de Saylor et de MicroStrategy, d'ailleurs que vous en possédiez. Qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie? Jusqu'où il ira selon vous? Est-ce que c'est pas ultra risqué ce qu'il fait? Enfin, vous me direz que pour lui c'est risqué de rester en fiat ou de rester dans d'autres choses, mais est-ce qu'il peut passer en margin call? Est-ce qu'il y a vraiment des risques sur ces positions-là? Parce que j'ai l'impression qu'il se leverage à mort, quoi. Bah, en fait, Saylor, je pense qu'il faut bien comprendre aussi pourquoi il a fait ça de base. C'est que MicroStrategy, c'est une boîte qui vend du logiciel, qui en gros a très peu de croissance. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tu vis dans un monde où tu regardes les actions qui performent le mieux, c'est des actions qui font de la croissance, les dividendes, le rendement, les flux de trésorerie, le cash flow, ils en ont rien à cirer. Il faut juste faire des to the moon. Et il avait une santé financière très bonne, c'est-à-dire qu'il générait un bon cash flow et il était assis sur des tonnes de trésors à ne plus quoi savoir en foutre. Et il s'est dit, il faut que je trouve un moyen de générer cette croissance, mais de façon complètement externe à mon business, parce qu'en fait, j'arriverai pas à le faire avec mon business. Il n'a pas un business model qui fait que il peut proposer du 30% par an. Et en fait, il s'est dit, bah, je vais acheter du Bitcoin, je vais le mettre en réserve, et je vais, en fait, les gens qui vont acheter mon action, ça va être un leverage sur Bitcoin, et mon action va s'apprécier d'autant que Bitcoin s'apprécie. Et on voit que c'est le pari de la décennie. Le mec, quand il a commencé, l'action, elle était quoi, à $10, un truc comme ça? Je sais plus c'était combien. Ouais, c'est ça. Elle est montée à $1 600. Alors faites attention, là il y a eu un split x10, donc enfin divisé par 10. Donc aujourd'hui, je crois, elle est peut-être à 180, un truc comme ça. 220, je crois. Deux. Bah, elle avait fait un top à 220, 240. Ok. Bon bah voilà, mais c'est l'équivalent de 2000, donc en gros ça a fait un fois 200. Et en fait c'est comme ça qu'il a généré une croissance de fou. Donc pour revenir à ce que tu disais, en fait si c'était ça, il l'aurait juste mis sur un compte, il aurait acheté des bonds américains qui lui auraient tiré du 4% par an. Et aujourd'hui, ce serait une boîte moyenne du milieu de tableau américain qui marche très bien, et puis c'est tout. En fait, le mec emprunte à des taux super faibles, quelques pourcents. Il achète du BTC avec, il sait très bien qu'il va les rembourser parce qu'il a les flux de trésorerie qui vont arriver. Et derrière, le stock de BTC sur lequel il est, non seulement il grossit en quantité de BTC à mesure qu'il emprunte, mais en plus, ce qu'il a à rembourser, c'est de plus en plus faible parce que de 1, les dollars qu'il emprunte perdent de leur valeur avec l'inflation. Qui plus est, vu que c'est pour acheter du Bitcoin qui surperforme le dollar de façon infinie, en fait, à chaque fois, ce qu'il rembourse, c'est des poussières. Le mec, il Là, tu parles sur du moyen long terme, mais à court terme, il pourrait se prendre un drawdown de zinzin et peut-être. Est-ce que même, tu vois, il peut se faire virer de son board? Est-ce que, tu vois, du coup, de ce fait-là, ça pourrait affecter la politique? Enfin, après, il est actionnaire majoritaire, je suppose. Enfin, mais il y a un peu ces questions que je me pose parce que tu vois, même, est-ce que Saylor, c'est pas, enfin, c'est une publicité qui est incroyable pour Bitcoin, mais est-ce que c'est pas aussi la pire des choses qui puisse arriver d'un point de vue prix à un moment, parce que le moment où il en vend un, on est foutu, quoi. enfin, on n'est pas foutu, mais enfin, ça aura aussi un énorme impact au moins à court terme sur le marché, quoi. Ouais, après, c'est le jeu du prix, hein. J'ai envie de dire, d'un côté, on est très content parce qu'il fait pump, de l'autre, oui, il peut le faire dump. C'est le jeu. Après, lui, au niveau de son entreprise, honnêtement, je me fais pas de soucis parce que vu la tête que ça, enfin, vu ce que ça a provoqué pour la boîte, je pense que d'ici là, à revenir à break-even de avant tout ça, il y a quand même du temps et je pense qu'il a fait un gros boulot. Et en plus, je connais pas encore parfaitement le cas et sa stratégie, mais ce qui me semble, c'est qu'il émet des sortes de call options. Du coup, c'est un instrument financier qui permet de faire une sorte de pari sur le futur où si ça monte à un certain prix, tu seras capable de racheter l'action pour moins cher et donc bah ou d'être remboursé en cash, ouais. Ou d'être ouais. Mais en plus c'est ça le truc, c'est que je crois que c'est pas en cash, lui, c'est en action. Donc en fait même en fait t'as les deux, t'as les deux options pour redeem en tant que prêteur. Ok, je crois. Ok. Bon, voilà. En tout cas, j'ai pas je crois pas dans ma compréhension que si le prix descend très très bas pour Bitcoin et même si son action descend très bas dans un laps de temps inférieur à celui du coupon là qu'il a émis de l'option, et en fait il se passe rien. C'est juste à terme, si à la fin, je sais plus, je crois qu'il les a émis pour un truc comme entre 5 et 8 ans, donc c'est pour 2027 ou 2032. Il faut que le prix de son action soit supérieur à celui au moment à laquelle il l'a émis. Et je crois qu'il l'a émis, le truc, son action, elle devait être à 150, 200, 300. Et pour moi, il n'y a pas un seul monde où, à la fin de cette période, Bitcoin
n'a pas au moins encore fait un x2, x3, x4, et donc que son action a encore fait peut-être un x10 vu la volatilité qu'elle a. On a pas mal parlé de BTC, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu de shitcoin? Parce que j'ai vu que vous avez considéré Ethereum comme un shitcoin. Pourquoi déjà? Tout ce qui est en dehors de BTC, c'est un shitcoin ou est-ce que ça va plus loin que ça? Ouais. En fait, shitcoin, c'est une formulation volontairement provocatrice pour revenir à ce qu'on disait au début, Bitcoin is not crypto. Une fois que tu as admis ça, on peut rentrer dans une discussion sérieuse et arrêter d'appeler ça des shitcoins, tu vois. Mais c'est que juste, c'est une appellation facile pour que les gens fassent le distinguo, et en vrai, en plus, c'est quand même vachement drôle. Après, Ethereum, honnêtement, je suis de plus en plus en train de me dire que je crois que je préfère un Solana à Ethereum, tu vois. Ethereum, j'ai vraiment l'impression que... Pourquoi? C'est pas le seul. En fait, quand tu vois déjà la tête du fondateur, tu te dis que avec un mec pareil à la tête, comment tu vas avoir un protocole et un réseau en bonne santé? Le truc, sa communication avec C'est zéro, ça, mais ok. Pas. Ah non, mais quand moi je parlais pas de lui physiquement. C'est la pire argumentation contre ton camp. Non, mais je parlais pas de lui physiquement. Okay. Dans quel sens? Je parlais en gros de sa communication où il dit que c'est centralisé, quand il dit là, en fait, moi je suis la plupart du temps, ça va être des gens qui notent ces trucs sur Twitter, mais en gros, où lui-même il va dire, là, il avait dit que le post centralisait, le proof of stake centralisait, et qu'en gros il a sorti plein d'arguments contre Ethereum, lui-même qui sortait, et puis il est quand même assez peu. Je trouve qu'en fait quand il parle, moi honnêtement, et c'est aussi tout le problème d'Ethereum, c'est qu'il y a une tête pensante. J'ai pas envie d'acheter de l'Ether, j'ai pas confiance en ce mec. Je trouve que ton problème, c'est qu'il a trop de pouvoir sur le protocole encore, et qu'il est capable de faire trop de changements. Peut-être que t'es content d'avoir jamais entendu Satoshi parler, hein. Non, mais en vrai, oui. Je sais pas. Non, mais carrément. Hein. Et moi, je ferais rien, je donnerais pas un centime pour parler avec Satoshi ou savoir qui c'est, tu vois. Parce que c'est ça qui fait que Bitcoin, non, mais pas dans ce sens-là, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu juges un peu Vitalik comment il parle, mais ça se trouve Satoshi c'est le même, je sais pas qui est Satoshi, peu importe, mais le problème c'est qu'il l'incarne. Tu vois ce que je veux dire, donc aujourd'hui Ether égale Vitalik. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui Bitcoin n'est pas égal à Satoshi. Et pour moi le problème. Après en net positif, ce qu'il a fait Vitalik, c'est quand même c'est quand même incroyable quoi. Il a donné une carrière à absolument tout l'écosystème crypto, si on du coup sur Bitcoin. Ouais. En gros, Vitalik décède, Ethereum tourne plus. Je pense que ça lui ferait presque du bien au final à Ethereum. Hein. Ouais. Il y aurait plus d'un coup. Ouais, mais ça répond pas à ma question. Non, Ether tourne pour moi. En tout cas, Ether continue à tourner parce que ça reste un protocole qui tourne. Ether fait la gueule, le prix bouge. Je pense qu'il y a quand même un gros drama. Mais après, je pense que Ether se portera mieux qu'il ne s'est jamais porté. Et encore, parce que en vrai, c'est quand même un projet qui est très entrepreneurial. C'est presque une entreprise, c'est une grosse start-up énorme. Et je me dis, quand tu coupes la tête du fondateur et il y a une sorte de personal branding, les gens ils l'idolâtrent un petit peu quand même. Je pense que ça ferait très très mal. J'ai du mal à savoir comment ça se terminerait. Et sinon, juste pour revenir aussi au terme shitcoin, pour moi, il est aussi important et il met l'accent sur le terme coin. C'est pour dire que Ethereum, l'Ether, le token qui bouge dedans, n'est pas une monnaie. Et souvent, nous, en fait, on se place par rapport au prisme de la monnaie et on dit, Ether, c'est pas une monnaie. Au pire, c'est une security, c'est une action, c'est un titre financier, mais il n'a pas les caractéristiques pour être une monnaie. Il change trop vite. Les règles de l'émission, elles sont instables. Et puis, il n'y a pas la proof of work. Pour moi, un système qui n'a pas de proof of work pour une monnaie, c'est pas possible. Mais du coup, on en venait à cette question de proof of stake vs proof of work. Pourquoi le proof of stake, c'est de la merde selon vous? Parce que je suis la raccourci, mais c'est plus ou moins ma compréhension de votre vision là-dessus. Et répondez vraiment pour votre pote, votre père, votre grand-mère, peu importe. Essayez de donner une réponse vraiment simple à ça. Pourquoi proof of stake, c'est de la merde? On a essayé sur une vidéo d'1 heure, je sais même pas si on a réussi à le faire. Ouais. Mais il y a une conférence qui est vraiment bien, qui avait été donnée à Madère pendant Bitcoin Atlantis de Jack Mallers, qui était vraiment super bien. Je vous la conseille. Je vais essayer de rapidement résumer l'idée. Mais c'est qu'en gros, sans preuve de travail,
tu peux pas avoir de lien avec le monde physique, tu peux pas avoir d'énergie dépensée. En fait, et au final, il y a une vidéo qui tourne qui est super marrante, c'est de Vitalik qui exprime la proof of stake et l'idée. Et l'idée derrière la proof of stake, c'est de se dire, on sort des limitations du monde physique, on sort de ces contraintes qui nous emmerdent pour créer le système parfait dont on souhaite. Et on va créer ce monde alternatif. On va pouvoir donner nos règles, donner comment ça doit se passer, quelles limites on doit atteindre, ce genre de choses. Et en fait, on sort au fur et à mesure des lois de la physique, où on sait que ce jeu marche, il a construit l'univers depuis des milliards d'années, et on va créer des nouvelles lois physiques. La proof of stake, ça va juste sortir d'un cerveau humain et on va dire voilà, ça va se passer comme ça, et on va croiser les doigts pour qu'on n'ait pas fait d'erreur. Et l'avantage de la proof of work, c'est d'un coup on dit non, on se prend pas pour des dieux, on dit pas qu'on va réinventer le monde. On se dit ce qui est dur à changer, c'est un travail qui était une bonne preuve, c'est un travail où tu as dépensé de l'énergie, et si tu es capable d'en accumuler assez avant, et tu crées un historique que tu pourras plus modifier. Et le problème, c'est qu'avec la proof of stake, ce qui bloque, ce qui maintient l'historique, qui le préserve, et ce qui est toute l'importance de ta blockchain, c'est de pouvoir préserver le passé pour être sûr qu'on va pas la mettre à l'envers. Et le problème, c'est qu'avec la proof of stake, essaye toi de m'expliquer ce qui protège le passé, et là, ça va être vachement dur de me répondre. Tu vas me dire, c'est une soi-disant décentralisation, c'est de l'argent qui est bloqué sur des comptes, j'en sais rien. En fait, c'est très dur. Alors qu'avec la proof of work, c'est assez simple. C'est voilà, j'ai dépensé de l'énergie et il va falloir que tu refasses le même travail si tu veux modifier le passé. Entre guillemets, c'est ça. C'est pas simple du tout, hein, ça, comme explication. Et dans le cas d'Ether, c'est un peu particulier parce que Ether a commencé en proof of work. Donc, il y a quand même eu une preuve de travail passée. Et ça a pas, et effectivement, il y a eu un peu de pré-mining, il y a eu une petite ICO, mais il s'est passé beaucoup de temps, le temps que la monnaie soit diluée dans les poches d'un petit peu tout le monde. Donc, je suis assez d'accord avec vous sur le principe proof of stake, ou en démarrant proof of stake avec ICO et KYC au début. Mais dans le cas d'Ether, c'est un peu particulier parce qu'il y a un début en proof of work et une rotation en proof of stake. Et ça a toujours été voulu que ça se fasse comme ça. Ouais. L'autre argument aussi qu'il y avait, c'était tout l'aspect toujours loi de la physique. C'est le nombre de transactions qu'on est capable de réaliser. La distance surtout entre les blocs. Aujourd'hui sur Bitcoin, c'est 10 minutes. Ouais. Sur Ethereum, il me semble qu'on est en moyenne autour des 15 secondes. C'est 12 secondes. 12 secondes. Et rien que 12 secondes, tu peux commencer à te poser des questions sur comment tu peux atteindre un consensus. Donc peut-être, le passé, il est bloqué, mais le présent et l'avenir, ils sont assez incertains. Et je te dis, il y a un moment donné, il suffit qu'il y ait un blocage, qu'il y ait une attaque un peu légère, et tu peux très vite, empêcher un consensus pendant suffisamment de temps pour totalement mettre en carafe le système, et toute l'innovation qu'il y a derrière à chaque fois, c'était pour arriver à créer un consensus, et eux ils se disent non, on va essayer d'aller plus loin, on va aller à 15 secondes. Je parle même pas de Solana qui il me semble est à 400 millisecondes ou 800 quand tu vois par bloc. Ouais, mais c'est pas une finalité totale. C'est un temps de production de blocs, mais c'est comme sur Bitcoin, tu dis pas au bout de 10 minutes il y a une finalité. En réalité, les exchanges, ils acceptent au bout de 30 à 60 minutes. Allez, disons 20 minutes, le temps d'avoir 2 blocs. Mais t'as la finalité déterministe et la finalité probabiliste. Et t'as pas de finalité déterministe à proprement parler, ni sur Bitcoin, ni sur Ether d'ailleurs. On dit souvent entre 12 et 15 minutes parce que c'est pas au bout d'un bloc. C'est au bout de 2 slots de 32 fois 12 secondes. Donc on est à peu près à 13 minutes, quoi. Ouais, donc il y a quand même un peu de temps. Mais du coup, on rebondit sur un truc. C'est qu'au final, tu peux avoir autant de TPS que tu veux. Vu qu'à la fin, si tu veux avoir une vraie finalité, on est quasiment sur les mêmes ordres de grandeur entre toutes les blockchains, les TPS, c'est un faux débat. Parce qu'au final, tu as une finalité qui est la même chez tout le monde. Si tu parles d'une vraie finalité à 99,99999. Donc, tu vois, ça, pour moi, ça, c'est un des... Pas tout à fait, parce que il y a une expérience utilisateur. Hein. Moi, quand je fais une transaction sur Bitcoin, le temps qu'elle arrive dans l'adresse de réception, c'est très lent. Mais après, c'est pas fait pour ça, je suppose, maintenant.
Non, Donc, personne tu ne vois, voit mais T'imagines, tu vas au bureau de tabac ou je sais pas, tu vas faire tes courses et puis tu bipes avec ton téléphone et puis non, mais la t'attends. dernière fois, j'ai attendu 1 heure avant qu'il y ait un nouveau bloc. Tu vois, Bah après, après, c'est chiant. il y a le zéro conf il y en a qui sont team zéro conf où en gros t'attends pas de confirmation et juste Mhm. tu pars du principe que ta transaction respecte les règles du protocole, c'est dans la même pool, ça passe. Bon, c'est un peu Bah risqué, déjà, mais de non, toute tu peux façon, pas faire ça. Si c'est dans le même pool, ça passe pas. Non, il faut au moins que ce soit ajouté à un bloc. non, tu Donc, peux pas. ça Oui, met en moyenne 10 minutes. non, mais ce que je veux dire par là, Ah c'est bah, que sinon, j'envoie dans le même pool, j'annule, j'envoie dans le même pool, j'annule et je te vide les caisses. Tu vois ce que je veux dire? Ça Ah, peut pas ok. marcher comme ça. Je crois, tu sais, tu peux utiliser l'output tout de suite, normalement. Genre, si quelqu'un a fait une transaction et qu'elle est dans la même pool, normalement, il me semble, hein, faut que je revérifie, mais s'il a activé un Non, même pool, certain c'est pas une time, shade, c'est hors de question. Non, t'es un ouf. T'es un ouf. Sinon, tu fais des nœuds partout, tu fais des mineurs partout et tu fais un consensus avant le consensus et puis t'encules tout le monde, en fait. Ce serait une catastrophe de faire ça. faudrait fact-checker. Il y a un chapitre de Mastering Bitcoin qui l'explique, mais je l'ai lu il y a je trop longtemps pour être je regarde capable C'est possible, ça. d'expliquer quoi que ce soit. Mais en gros, je voulais parler du zéro conf, et c'est surtout pour rebondir sur un truc, c'est que Bitcoin, c'est pas fait pour être utilisé au quotidien. Tout pour. C'est que le mec qui veut payer son café avec Bitcoin, ouais, il est juste maso. Ouais. Et Ouais. c'est ce qu'on disait au début, tu vois, Bitcoin, le layer 1, il n'y a aucun monde où on va l'utiliser, et je pense que le commun des mortels n'utilisera pas Bitcoin de sa vie, quasiment. C'est vraiment pas fait pour ça. Et je sais pas pourquoi on est parti aussi loin Ok. sur Bitcoin. C'est là, oui, pour revenir sur le proof of stake, Bah, moi, il y a sur le aussi sujet de la monnaie, ouais. ouais, Mm. il y a aussi un problème que je trouve au proof of stake, c'est que bah, la façon dont la rémunération fonctionne quand tu stacks, euh, bah, en fait, par extension, c'est j'ai plus d'Ether au début, j'en aurai toujours plus que toi à la fin, parce qu'en fait, je compound sur ce Mm. que j'ai comme Ether. Et ça, pour moi, c'est un mécanisme, en fait, c'est du fiat, tu vois. C'est un mécanisme fiatiste, quantillionnaire d'une certaine façon, où en fait, bah, les plus gros restent gros et ils font ruisseler les perles aux nouveaux entrants et à ceux qui en ont moins. Mais en fait, c'est pour ça que tu reproduis un système fiatiste et que moi, je suis pas convaincu non plus du sujet, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de Alors ça c'est très intéressant pour mieux l'expliquer peut-être, c'est qu'il n'y a pas de compétitivité sur Bitcoin. Il y a effectivement le sujet de l'argent pour avoir du matériel, mais tu peux toujours venir avec une innovation matérielle qui remet un petit peu la compétition en route. Alors que sur un système en proof of Ou stake, même il n'y a pas de trouver de compétition. l'électricité pas chère, hein. C'est que tu peux aussi aller trouver de l'énergie Ouais, négative, à prix négatif et avoir un avantage comparatif. Mais ce que tu dis, c'est vrai aussi, ouais. je l'avais jamais vu comme ça. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Messieurs, on arrive à 1h15 d'interview. Je vous propose peut-être de finir avec quelques questions. On parlait de Proof of Work. Du coup, quelle est votre opinion sur du Caspar? Monero Zcash, c'est aussi Proof of Work, non? Oui. Ouais. Monero, Donc, ouais. qu'est-ce que Oui, vous oui. pensez de tout ça? De quel œil vous voyez tous ces trucs-là, etc. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont Caspar maximalistes. Vous êtes Bitcoin maximaliste, chacun son truc. Quel est votre regard sur ces initiatives? Caspa, tu connais mieux, t'as fait pas mal d'études dessus. Ouais, Caspa, en fait, je trouve le projet sympa. Et en fait, au lieu de, parce que à chaque fois, je finis par rentrer dans des tunnels de discussion technique, de pruning, de DAG et tout, et on finit tous avec des mots de crâne. Et en fait, je trouve qu'il y a une réponse assez simple, et on avait essayé de le résumer sur Twitter, et ça rejoint ce qu'il disait au début sur l'effet de réseau, c'est que même si Caspa est un peu mieux que Bitcoin, et je mets de grosses guillemets là-dessus, Bitcoin a Mhm. une telle capitalisation, un tel effet de réseau qui est déjà en place, que pour qu'ils espèrent dépasser Bitcoin, c'est impossible. C'est que, en vrai, c'est presque mort. Et pas pour autant qu'on est contre les nouvelles initiatives, en vrai, qui tentent. Mais je pense que de toute façon, vu le peu d'innovation qu'ils prétendent apporter par-dessus, de toute façon,
ça restera un projet comme plein d'autres ont essayé, Litecoin, ou les forks de Bitcoin qui pensent pouvoir faire mieux. On sait comment ça finit. Donc pour Kaspa, voilà. Et puis en vrai, on n'a vraiment pas du tout dit le sujet suffisamment. Mais rien que pour ça, moi, ça me suffit pour me faire un avis. Mais est-ce qu'il a besoin de dépasser Bitcoin pour réussir? Ouais. Ouais, parce que je pense que la mauvaise monnaie, la bonne monnaie chassant la bonne, il finira par disparaître parce qu'il a quand même une proposition de valeur très similaire à Bitcoin, tu vois. Je me dis, à la limite, un Ethereum qui se veut décentraliser Bah, l'Internet. t'as quand même, ils envisagent plus de programmabilité, t'as quand même plus de transactions par seconde, c'est pas une blockchain, c'est un DAG, enfin, genre, c'est quand même... Bah déjà, ça congestionne pas. Déjà. Ouais. Pour congestionner Kaspa, il faut y aller, tu vois. Ouais, mais je me dis, tu vois, et ça, c'est Ça la change discussion beaucoup de choses. on avait discuté avec Amy de ça. En vrai, moi, je trouve qu'une approche à la Solana, comme il disait, full YOLO, où vraiment tu pars sur un truc complètement différent, opposé, et tu tentes un truc, why not? Mais Kaspa, je trouve que ça a trop le cul entre deux chaises pour pouvoir réussir, justement. C'est qu'ils essayent trop de se rapprocher et de concurrencer Bitcoin, et que ça foire. Après, s'ils changent la narrative et qu'ils s'attaquent au Solana et Ethereum, et qu'ils se mettent à proposer autant de programmabilité avec un bon proof of work, un système du coup de DAG. Après, ils vendent le Kaspa comme l'argent, hein. Comme Bitcoin l'or et Kaspa l'argent, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un monde pour un argent? C'est ça que je me dis. Je sais pas. Pourquoi pas, hein. En vrai, j'en ai pas et peut-être que je me trompe, tu vois. Mais honnêtement, j'ai des doutes. Je le vois vraiment pas arriver là, mais on le souhaite à la Kaspa Army. Ouais, et puis Et après, moi, j'aimerais vous parler de Monero Zcash, du coup. Sur l'aspect transparent versus privacy. Bitcoin aujourd'hui est transparent, tout est lisible on-chain. Zcash, on peut faire en sorte que ça ne le soit pas. Et Monero, par défaut, ça ne l'est pas. C'est pas des propriétés qui vous intéressent. Vous aimez pas Monero? Pour commencer, Monero? Si, c'est intéressant. Beaucoup de gens se plaignent, comme tu le dis, hein, que sur Bitcoin, c'est devenu trop transparent, que comme on est tous passés par un moment des KYC, on est tous déjà flag. Mais après, je me dis, il y a toujours un moyen au fur et à mesure de se réanonymiser. Il suffit de faire des transactions un peu dans tous les sens et tout. Après, c'est toujours une histoire de probabilité. Tu peux au fur et à mesure réduire la probabilité que ça soit toi. Donc, devant un juge. Ok, Mais je vais sinon, être plus incisif alors. Ouais. Ça vous dérange pas que Monero soit plus fongible que Bitcoin? De par le fait qu'un Monero, parce qu'on connaît pas son historique, il est parfaitement changeable, alors qu'un Bitcoin qui est sale, parce qu'il est passé dans de sales mains, il a pas forcément la même valeur qu'un Bitcoin blanc qui vient d'être miné. Ça vous dérange pas? Bah, c'est un point, moi je trouve que c'est un point, tu vois, où il y a débat. Après, Monero a d'autres soucis. Mais après, vu que tu as quand même des processus d'anonymisation, que ce soit, bon, les CoinJoin, c'est plus trop à la mode avec tout ce qui s'est passé, où tu peux transformer un Bitcoin sale en Bitcoin propre, tu peux passer par Lightning, tu peux passer par Liquid pour avoir une couche d'anonymisation. En soi, il suffit aujourd'hui de passer par Liquid et tes Bitcoins ressortent plutôt clean. Tu fais un atomic swap et... Ouais, et mais quand il a un historique, il est plus vierge, ton Bitcoin. Alors qu'un Monero, il a pas d'historique, donc il a toujours la même couleur pour tous les utilisateurs. C'est pas pareil, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que pour moi, il y a débat là-dessus. Après, Monero, honnêtement, moi, je me suis pas assez penché sur Monero en profondeur pour être bon sur le sujet. Je sais juste qu'il y a quand même aussi des soucis. C'est que c'est dur d'évaluer, par exemple, la supply de Monero. On peut pas savoir en temps réel combien il y en a. Donc, en fait, cette parfaite confidentialité, en admettant qu'elle soit parfaite, implique d'autres trade-offs qui sont, par exemple, la supply, etc. Donc, tu te dis, qu'est-ce que tu veux? Moi, honnêtement, je préfère un Bitcoin immuable et auditable en layer 1 avec des couches de confidentialité, peut-être un Monero un jour qui settle sur Bitcoin, why not, genre en mode layer 2, plutôt que l'inverse en tout cas. Plutôt que de... D'accord. Et le concept Zcash où tu choisis par exemple que ta transaction elle est plus d'historique, mais que c'est fait directement au sein du protocole, ça t'aimes pas? C'est pas quelque chose qui serait intéressant sur Bitcoin? J'ai juste du mal à voir comment ça fonctionne. Pour le coup, ça, moi, en fait, tu as deux types de transactions.
T'as la transaction comme Bitcoin, traçable, où tu vois l'historique, tu sais d'où ça part, tu vas où ça vient, et tu peux dire, ok, cette transaction, elle est shieldée. C'est-à-dire que j'envoie dans un espèce d'endroit où on détruit le jeton, et à un autre endroit, il y a un jeton qui est créé et qui arrive sur une adresse toute fraîche. Du coup, bah, tu sais que tu as des jetons qui ont été blanchis, mais tu sais pas d'où ça vient. Il n'y a pas encore une histoire de probabilité là-dessus. Tu peux pas faire des études probabilistiques pour essayer de dire, bah voilà, il y en a 10 qui ont été perdus ici, il y en a une quinzaine, et je me dis, bon, il doit en avoir peut-être 10 de l'ancien mec qui se sont retrouvés là. Un peu de la même façon qu'avec Lightning, tu vois, on dit, voilà, il est rentré là, on sait qu'il y a à peu près ça qui est sorti. Tu il peux y a une chance. potentiellement, je pense, mais peut-être. Peut-être. J'avoue que j'ai pas envie de te dire oui ou Ça me non. paraît trop simple, mais Normalement, ça c'est bien foutu. ok. Ok. Bon, Du messieurs, coup, si c'est pas fait sur Bitcoin, c'est pas bon. Non, messieurs, non. je vous En fait, propose le de problème, clôturer. Il manque On l'unité. va être En fait, trop juste long, pour là. pour clôturer là-dessus, non, mais en gros, tu vois, Vas-y. il manque l'unité de compte. C'est ça pour moi le problème. C'est pour ça que je le vois toujours comme un truc où tu settles par-dessus et que tu crées peut-être un token qui a une parité one-to-one avec tes features. Mais tu conserves l'unité de compte Bitcoin parce que pour moi, c'est ça qui fait toute la force et qui fait toute la Ok. la faiblesse des protocoles concurrents. Je vous propose de clôturer avec une question que j'ai pour chacun d'entre vous. Quel sera le prix de BTC dans un an et quelle sera la Bitcoin dominance d'ici un an? Capet, je te laisse peut-être commencer. Donc, interview le 21 octobre 2024. Donc, ça veut dire qu'on serait sur un 4e trimestre 2025 dans un an. Je vois bien un Bitcoin à 150 000. Ouais, Et la 150 000 dominance? $. Je pense qu'on sera à peu près dans ces eaux-là, peut-être un peu plus bas à la limite, je dirais 50% de dominance, on est actuellement à 58% de dominance. Et vous, messieurs? Tu te lances? Chacun un ou il faut qu'on fasse une prédiction Prédiction séparée? séparée? Vous pouvez faire comme vous voulez, les gars, comme vous le sentez. Comment? Moi, je pense que la dominance, elle va augmenter. C'est pas parce que je suis maxi, hein. Je pense qu'on va plutôt, plutôt s'approcher des 70%, voire au-dessus. Parce que je pense que rien que les ETF et tout, genre, les mouvements qui vont arriver, je pense que vont être encore assez monstrueux. Et pour le prix, c'est dur à dire. Vu l'augmentation de la dominance et tout, je pense que dans un an, ouais, on peut être 150 000, ça me paraît pas déconnant. Ça peut être au-dessus. Ça peut peut-être faire un 200 000 peut-être. Parce que le hash rate, il double tous les ans, ça donne quoi? Vous avez cette info-là en tête? Il s'arrête jamais de monter, ça c'est une info. C'est une exponentielle. C'est une exponentielle. Après, les ordres de grandeur, je saurais pas te dire. Je crois que c'est à peu près ça, hein, c'est quasiment un double. Et allez, pour aller sur ma prédiction, ouais, je pense une dominance à 70-75%. Et faut bien un mec trop bullish, sinon c'est pas marrant. Un Bitcoin à 256 000 $. Waouh. Pour faire un prix bien symbolique. Et je pense même que d'ici quelques années, on va surtout arrêter d'exprimer la dominance. Et ce jour-là, tout le monde aura gagné au change, les cryptos et Bitcoin. Quand on aura arrêté d'annoncer la dominance, c'est que déjà de 1, Bitcoin sera dans la stratosphère, et de 2, qu'on aura bien séparé les deux et on sera tous d'accord. Où il y aura une dominance entre Bitcoin et les monnaies fiat. C'est ça. Bon, messieurs, je dirais 120 000 avec une dominance qui est la même qu'actuellement. Dans le sens où, en fait, même s'il y a de l'argent qui rentre dans les altcoins ou dans tout le reste, tu peux faire le pari que peut-être ce sera compensé par les ETF et donc que on ait une dominance qui stagne, je sais pas, autour de ce pourcentage actuel. Donc voilà. Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette petite vidéo assez longue au final. J'ai encore beaucoup d'autres questions, mais je pense qu'on se gardera ça pour un autre épisode. Je vous propose d'avoir le mot de la fin, de peut-être partager ce que vous faites ou une petite pensée pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Bah déjà, Allez, je n'hésitez commence. pas. Ah, Vas-y. Non, Vas-y. non, tu es On a haute, un petit lag.
Bon, je vais prendre la connexion. Écoutez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à discuter au sujet de Bitcoin. Je voulais être un petit peu la personne qui vient challenger parfois. Moi, ce que je constate, c'est que pour le moment, d'une bonne partie des Bitcoin maxi qu'on a eu, je pense à Marius l'autre jour et How to Bitcoin maintenant, c'est un peu trop religieux pour moi encore. J'aimerais bien avoir d'autres invités qui connaissent peut-être mieux leur sujet et qui soient capables de mieux exprimer ce qui se passe. Parce que pour ceux qui nous écoutent, je pense que ça va pas spécialement convaincre qui que ce soit. C'est-à-dire que ceux qui sont très pro BTC vont le rester, ceux qui ne le sont pas vont pas le devenir, tu vois. Par rapport à ce qu'ils ont écouté. Peut-être que je me trompe et vous me le direz en commentaire, mais il faut qu'on étoffe encore chacun nos arguments. Et vous, messieurs? Ouais, je pense que tu as raison d'une certaine façon. Et je pense que c'est un exercice qui est pas facile quand tu es très convaincu et surtout pour des gens comme nous qui étudions plus Bitcoin au quotidien. Moi, je suis plus rompu au débat sur Bitcoin. On passe nos journées à débattre d'autres sujets. Et du coup, c'est pour ça que j'invite aussi l'audience qui nous écoute à déjà nous suivre sur nos réseaux sociaux, surtout Twitter et YouTube, parce qu'on parle pas que de Bitcoin justement. C'est plus vraiment notre thématique principale. On va s'intéresser à tous les sujets autour de la liberté en général, l'économie, la finance, enfin pas la finance, plutôt la philosophie, la politique. Parce qu'au final, c'est ce qui nous passionne et c'est ce que disait Victor, c'est que il y a beaucoup de boulot à faire là-dessus aussi et en France, on est très en retard. Donc, Et je pense pour exprimer un peu aussi pourquoi aujourd'hui on se met pas à fond sur essayer de comprendre les autres écosystèmes, essayer d'expliquer, c'est que ça reprend aussi un peu la phrase de notre mentor Satoshi Nakamoto, c'est si vous comprenez pas, en fait on n'a pas vraiment le temps de vous expliquer ni de vous convaincre. Genre en fait il y a un moment c'est une expérience personnelle. Même les arguments les plus rationnels en fait ne changent rien et faut se faire rect, faut découvrir le monde, faut faire ses expériences et j'ai l'impression qu'à un moment on est limité. C'est pour ça qu'on a aussi un peu abandonné ce truc-là d'essayer de convaincre, de comprendre toutes les autres cryptos et on fait notre truc, on fait Bitcoin et puis on s'arrête là quoi. Mais c'est peut-être aussi une sorte de faiblesse et de fainéantise de notre part. En vrai, c'est difficile de partager ses opinions en crypto sans être super critiqué. Et puis même, parfois, t'as beau expliquer les choses froidement et même de manière nuancée. Les gens veulent pas forcément entendre ce que t'as à dire. Ils sont dans leur biais. Et tout ce qu'ils veulent voir, c'est des vidéos et des tweets où on leur dit que leurs bagues vont monter, quoi. Et si c'est pas leur crypto, c'est de la merde. Voilà. Donc je trouve ça un peu dommage, honnêtement, mais j'espère que dans cette vidéo, on aura au moins peut-être aidé certaines personnes à comprendre le fondamental derrière Bitcoin et ce qui se passe. J'avoue que j'aurais bien aimé, je pense que je vais essayer de recevoir quelqu'un pour parler peut-être davantage de Babylon, de Picat, de Stacks, de toutes ces nouvelles initiatives qui, à mon sens, sont moins intéressantes de monitorer, de surveiller, parce que si on regarde des protocoles à l'échelle de Bitcoin et de ce qu'on peut faire dessus, ça représente beaucoup plus d'argent que ce qu'on peut voir sur Ethereum ou même sur Solana ou sur toutes les autres chaînes. Et je pense que ça peut être vraiment assez incroyable et participer à rendre les réseaux peut-être un peu plus vivants ou en tout cas générer peut-être plus de frais. Et du coup, de ce fait-là, en fait, de ramener encore plus de gens sur Bitcoin, peut-être pas pour les bonnes raisons initialement, mais peut-être au final de leur faire voir la lumière d'une certaine manière. En tout cas, perso, je fous le BTC en ce moment et ça se passe bien, donc voilà. En tout cas, merci à vous messieurs d'avoir participé. Je mettrai tous les liens en commentaire épinglé et en description. N'hésitez pas à checker. C'était Picsou, c'était Capet, c'était How to Bitcoin. Cheers. Merci tout le monde. Merci. Ciao.